truth of the war. Which side did you serve, Captain? That is unimportant. The truth. We're about here. If Bernard's got to get the French subsidies, as promised by Cardinal Richelieu, she must cross the Rhine, and quickly. His troops are starving and no pay all winter. Then history has caught up with us. Our neutrality is over. God and the serpent have joined hands, and we are all kicked out of Eden. We're hidden, as we've always been. Nothing's changed. You will defend the village. It has never been my policy to defend the village. Only myself. In a time when the world was choked with hate and consumed by war, dans l'ombre de la nuit, je me lève, le rochedissement, mon cœur et mon âme. Un cri contre la censure, une force vive vers la vérité. Je m'engage avec foi. Dieu est mort ainsi par les Nietzsche, mais en moi la volonté de puissance s'étire. Au-delà du bien et du mal, je m'aventure. Mon surhomme intérieur, je l'exulte. De l'ombre à la lumière, je m'élance. L'éveil du héros, c'est ma romance. Chacune de ces voies, je les explore pour trouver mon chemin. Je m'aventure. Cherchant le plaisir, sans souci d'autrui. L'épicurisme guide mes pas, c'est fou. La sagesse dans l'injouissance, je la trouve. Libre, heureux, je mélange, je m'enroule. Le virilisme, mon armure et ma force. Dans la bataille, je n'ai pas de remords. Face à l'adversité, je reste debout. Mon honneur, ma bravoure, je l'éclame. De l'ombre à la lumière, je m'élance. L'éveil du héros, c'est ma romance. Chacune de ces voies, je les explore pour trouver mon chemin. Je m'aventure. Mais au fond de moi, un autre appel résonne. Le christianisme, la lumière qui m'enflamme. L'amour du Christ, le guide dans la quête. Vers la rédemption, je me dirige, j'espère. De l'ombre à la lumière, je m'élance. L'éveil du héros, c'est ma romance. Chacune de ces voies, je les explore pour trouver mon chemin. Je m'aventure. L'ombre à la lumière, l'éveil du héros. L'épicurisme, le virilisme, le christianisme, le passionnisme. Une fatale avec un Gerechtigkeit! Gerechtigkeit! Gerade die wollen wir üben. Lasst mich wenigstens weich!
l'épicurisme, le virilisme, le christianisme, l'accélérationnisme, une fractale avec Yann Rochdy. L'épicurisme, le virilisme, le christianisme, l'accélérationnisme, une fractale avec Yann Rochdy. L'épicurisme, le virilisme, le christianisme, l'accélérationnisme, une fractale avec Yann Rochdy. Et bonsoir tout le monde, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 2 décembre 2025, deuxième partie de The Last Christian Peace, The Congress of Westphalia as a Baroque Event de Derek Croxton. Donc, la dernière paix chrétienne, le congrès de Westphalie. Et donc, ce congrès-là, analysé comme un événement baroque. Parce que c'est comme aujourd'hui. Les événements tout autour de nous, c'est très baroque. Et la guerre de 30 ans est un idéal, comparaison, une analogie formidable. Donc, retour sur la première partie d'aujourd'hui, de la semaine passée. Pourquoi les acteurs de la guerre décident d'ouvrir les négociations, enfin, après quasiment 2 décennies de guerre totale. Et les délégations du congrès de Westphalie, on va les décrire un peu. Le fonctionnement des gouvernements aussi. On voit que c'est à cette époque-là qu'on va avoir l'émergence d'États-nations au niveau de la centralisation. On va aussi analyser leur but de guerre et de paix. Parce que dans la négociation, dans la diplomatie pour signer le traité, chacun signe, chacun ratifie, et on s'envoie l'autre copie à notre roi, les 2 contre-signes, et ça devient symbole de force de loi internationale. Et ça devient un précédent. Tous les mots viennent de ces racines-là. Donc, ces négociations de paix et ces traités, c'est aussi l'affirmation de but de guerre, la réussite ou la défaite. Description de la scène où auront lieu les négociations du congrès de Westphalie. On a vu, c'était 2 villes, Münster et Osnabrück. Les communications, les protocoles, le protocole du congrès, qui va faire un précédent. Donc, je vous rappelle, le congrès de Westphalie, c'est la création du système actuel au niveau de la négociation des conférences de paix. Donc, la manière qu'on fait actuellement a été pas créée exactement ce modèle-là, mais on l'a raffiné, ce modèle-là, à travers les siècles, mais c'est à partir de là que ce modèle-là, le modèle actuel existe. Donc, la vraie histoire de la guerre de 30 ans, on va commencer avec ce petit récapitulatif de la dernière semaine. Très important de mettre un like. Évidemment, à un certain moment, ça va couper. Donc, si vous n'avez pas payé 5$ par mois, vous allez devoir vous abonner sur YouTube. La Révolution culturelle. Vous allez dans la section souscription réservée aux membres. Vous allez avoir accès au contenu. Vous pouvez aussi vous abonner via Substack. Vous allez dans la section podcast ici, yanrochdy.substack.com. Vous allez avoir donc les contenus pour membres payants. Évidemment, vous pouvez vous abonner aussi sur yanrochdy.com. Donc, vidéo, Stripe, super sécurisé. Vous pouvez envoyer des dons via Buy Me a Coffee, Interac, Ethereum, Bitcoin. On prend juste pas PayPal. PayPal, le gouvernement canadien m'a fait ficher. Donc, la vraie histoire de la guerre de 30 ans, c'est ça qu'on a vu la semaine passée. On a vu que la guerre de 30 ans est une prolongation de la rivalité, la guerre secrète entre 2 monarchies qui se disputent la précédence dans l'Empire. L'Espagne et la France. Donc, l'Espagne et la France qui se disputent le fait d'être
À quel niveau sous l'empereur? Parce qu'on a vu que dans la hiérarchie de l'Empire, tu as l'empereur et le pape, l'aigle à deux têtes, et en dessous, tu as les rois qui, eux aussi, ont une hiérarchie de précédence. Et en passant, les Suédois aussi disputent la précédence aux Français, donc les Alliés aussi se disputent la précédence. Prolongation aussi de la révolte aux Pays-Bas. Une rébellion. Une rébellion contre, à l'époque, Charles Quint, l'empereur. Ensuite de ça, aujourd'hui, à cette époque-là du congrès de Westphalie, c'est la couronne d'Espagne qui possède techniquement les Pays-Bas. C'est Philippe III, Philippe IV. Et on a vu aussi, évidemment, que c'était un mensonge, comme dans le film, qu'on dise que la guerre de 30 ans est en premier une guerre de religion. Énorme mensonge. C'était une guerre nationale. Une guerre nationale et une série de révoltes au sein de l'Empire. On a vu que, et en plus de ça, de manière secondaire, oui, ce fut aussi un clivage religieux, la prolongation du schisme luthérien calviniste, aussi à cette époque-là, au sein de l'Empire. Donc, ça commence avec une révolte en Bavarie, parce que on a des frictions régionales, religieuses, impériales. Et là, l'Empire gagne cette première révolte-là, qui avait du support étranger. Parce qu'ultimement, c'est les nations chrétiennes qui font de l'ingérence dans l'Empire. Techniquement, c'est ce qui se passe. Donc, comme présentement en passant, aux États-Unis, tu as les nations chrétiennes et les empires du reste de la planète qui font de l'ingérence aux États-Unis et tout le monde fait comme si de rien n'était. Donc, après cette révolte matée par l'empereur, on convertit la province, on convertit la région, c'est-tu un royaume ou c'est un duché, je m'en rappelle plus. On convertit ça, donc de protestants à catholiques. Et là, ça fait une grosse secousse diplomatique, politique dans l'Empire. Parce que dans l'Empire, l'empereur est élu avec 7 électeurs. Et en Bavarie, en Bavaria, tu as un électeur. Donc, tu viens de convertir un électeur protestant à l'électeur catholique. Donc, au lieu de 4 catholiques, 3 protestants, on est rendu à 5 catholiques, 2 protestants. Et là, les protestants capotent. Donc, après une victoire, les protestants sont encore plus polarisés. Il y a un débalancement. Et de cette révolte va naître une opportunité pour déstabiliser l'Empire avec de l'ingérence. L'Empire, qui lui faisait aussi de l'ingérence parce que l'Empire aidait l'Espagne contre les Pays-Bas, évidemment, et aussi contre la France en Italie. Donc, tout le monde avait intérêt à ce que la guerre de 30 ans commence. Pendant le premier tiers de la guerre de 30 ans, la première décennie, c'est l'Empire qui gagne. Et la France n'est pas en guerre officiellement contre l'Empire, seulement contre l'Espagne. Et donc, la France utilise des proxys contre l'Empire. Ils demandent aux Anglais, mais les Anglais sont en guerre civile. On va envoyer des subsides, comme dans le film, aux Pays-Bas. Ensuite de ça, les Français vont demander aux Danois, le Danemark. Le Danemark va participer, mais va manger une volée après à peu près 2 ans, si je me rappelle bien. Et ensuite, c'est le cardinal de Richelieu qui va mater
diplomatiquement la situation, il va pousser le Danemark et la Suède à faire un cessez-le-feu, une truce, pour permettre aux Suédois de partir en guerre contre l'Empire. Donc, le mastermind cardinal de Richelieu, à l'époque où on est présentement, donc, récapitulons, qui a les grosses armées de l'Empire? Maximilien de Bavarie, c'est le catholique dans la coalition impériale de Ferdinand II. Ensuite, plus tard, vers la fin de Westphalie, c'est Ferdinand III qui va prendre le règne. Ensuite de ça, tu as John George de Saxonie. Lui, il représente en tant qu'électeur aussi la Ligue protestante au sein de la coalition de l'Empire. Donc, il y a 3 grosses armées. On rappelle qu'il y a des incursions ottomanes. Il y a des problèmes à la frontière. Donc, c'est difficile pour l'Empire de maintenir, même avec 3 grosses armées, cette pression pour mater les révoltes. Très difficile. Tu as vis-à-vis cet empire-là en France, Louis XIII. Louis XIII en fin de règne. En Espagne, Philippe IV. Philippe III il est mort plus tôt. En Suède, Gustavus Adolphus, génie militaire, est mort au combat, comme un Tchad. C'est le chancelier Axel Oxenstierna qui est régent, chef du conseil, avec Christina. Christina, la sorcière, princesse Disney, féministe, misogyne. Oui, féministe, misogyne, oui. Ensuite de ça, aux Pays-Bas, tu as donc une république en révolte, qui a donc un parlement. Un parlement avec 7 provinces représentées. Et tu as un stadholder, qui est comme un genre de haut fonctionnaire représentant de cette république-là. Prince d'Orange, Frédéric Henri de Nassau à cette époque-là. À la fin des années 1630, donc, tu as toute cette gang-là, qui, ça fait donc 12, 20 ans, qui sont en guerre. Ça coûte cher. Au niveau religieux, ça se polarise de plus en plus. Et donc, le pape fait pression pour un processus de paix. Le Danemark, Christian IV, enclenche un processus de paix. Ferdinand III, nouvel empereur, fin des années 530, enclenche la paix. On va voir pourquoi les personnes, les acteurs dans ce conflit vont décider d'accepter de participer à un processus de paix. Et là, c'est très important parce que il y a beaucoup de parallèles à faire avec la situation actuelle en Ukraine, avec la Russie, l'Ukraine, l'Union européenne, les Britanniques, les Américains, les Canadiens, qui fomentent plein de tactiques clandestines et diplomatiques pour saboter un traité de paix entre Donald Trump et le tsar, donc l'empereur et le tsar, parce que on a su dernièrement que, très important, là, Donald Trump et Vladimir Poutine ont parlé de développer le potentiel commercial des 2 empires. C'est ça qu'il voulait, Trump, au début de l'année. Il veut faire des deals économiques. Les Français sont les seconds de l'Union européenne derrière l'Allemagne, justicière, malheureusement. Donc, très important, les podcasts, la série de podcasts que je fais sur la guerre de 30 ans, il y a énormément de leçons à tenir, à garder pour qu'est-ce qui se passe en Ukraine. Donc, c'est la fin de la section gratuite à partir de demain, le 3. Vous allez devoir vous abonner yanrojdi.com ou bien
yanrojdi.substack.com dans la section ici podcast. Sinon, ici, vous pouvez aussi vous abonner gratuitement. Vous allez avoir les infolettes avec tous les podcasts que vous avez peut-être ratés, que vous voulez réécouter, que vous voulez partager aux gens autour de vous. Vous pouvez vous abonner via YouTube, évidemment. Vous pouvez envoyer un don via le code QR. Donc, on continue de Westphalie et la fin de la guerre de 30 ans. J'espère que vous avez apprécié cet autre podcast unique qui explique des phénomènes historiques difficiles à comprendre. Sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. Mettez un like, supportez mon travail, envoyez des dons comme Guigui qui a envoyé 21 $. Grosse donation. C'est vrai, je viens de me rappeler que ça faisait une couple de mois que tu me suis au moins. Au moins. Sinon, plus qu'un an. Et donc, on se revoit demain pour une Guérilla X dans les studios de Lux Media. Oui, mesdames et messieurs, André Pitt a couvert votre manquement pour les contrats virilistes de la semaine. Et donc, une Guérilla X dans les studios. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Attention à vous. Au nom du narratif du rojdisme débridé, l'acteur Yann Rojdi et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé! Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rejetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous raqueter. C'est terminé. Nous sommes en taquillon. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rojdienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Dans les décombres, nous sommes prêts. Reconstruire, repeupler, reviriliser. Avec honneur, bravoure et une foi immense. Pour un avenir où nous ne serons pas. Et sur les ruines de l'ancien monde, nous nous engageons. Pour la famille, le christianisme, nous prêtons serment. Nos cœurs dans les ténèbres, ils chantent, nous prions le Seigneur de guider nos pas. Nous bâtissons des baronnies avec courage et devoir. L'entreprise, un contrat viriliste, un nouveau foyer. Où la parole donnée est digne d'ordre et de justice. Un pacte entre les hommes sous le regard de Dieu. Serment des martyrs, sur les ruines nous jurons. Nous nous élançons dans le rojdisme. Pour un monde où la vérité et l'amour sont la norme. Vivre l'avenir ensemble, si Dieu le veut. Cache ta vie, disait Épicure, philosophe du déclin de l'Empire romain. La communauté, notre jardin, notre repli, notre forteresse. La localité, notre terre, nos racines, nos gènes, notre valeur. Le serment des martyrs, sur les ruines nous jurons. Nous nous élançons dans le rojdisme. Pour un monde où la vérité et l'amour sont la norme. Vivre l'avenir ensemble. Le serment des martyrs, dans nos cœurs il demeure. Un cri de guerre pour vaincre les lendemains vivants. Sorcières, succubes, démons et nécromanciens. Bâtir une baronnie. Reviriliser le Québec.